Ces trois entreprises exportent 75% des fruits et légumes du Maroc. Ça veut dire que ça ne profite pas du tout aux petits paysans, pas du tout au territoire rural, ça profite uniquement pour faire des bénéfices pour ces trois entreprises, une marocaine Leroy et deux françaises qui sont déjà les plus grosses entreprises dans les fruits et légumes dans le sud-est de la France. Voilà la logique de la mondialisation. C'est le profit, la maximisation des profits sur le dos des paysans, sur le dos des consommateurs, et je dirais aussi sur le dos de la terre et de l'environnement, puisque les conditions de production sont assez catastrophiques. Et ça m'amène à la discussion qu'on a eue hier soir, puisqu'en se promenant ici autour, allant dans les campagnes, j'ai découvert que pas très loin d'ici, il y avait un projet de production de tomates sous serre en hydroponie sur 18 hectares dans la région d'Alaba qui est soutenu par le pouvoir politique. Et bien ça, c'est quelque chose de parfaitement inacceptable. Je crois que ça, il va falloir qu'il y ait une mobilisation pour empêcher cette industrie de tomates en hydroponie, c'est-à-dire complètement hors sol, de voir le jour. C'est une aberration écologique, c'est une aberration agricole, et je dirais que c'est un scandale financier, énergétique. Bref, aujourd'hui, ce projet doit être absolument interdit et ne doit pas se mettre en place. Et ça, c'est de votre responsabilité à vous, à la fois en tant que mouvement social, mais je dirais aussi pour les élus, et il faut mobiliser aujourd'hui pour dénoncer ça. Vous avez des élections bientôt, ben à mon avis, ça doit aussi faire partie de la mobilisation. De quelle agriculture on veut? Posez la question au candidat, vous acceptez des serres en hydroponie ou vous les refusez? Ben, ceux qui acceptent ces serres, dehors, vous n'avez plus rien à faire. On ne veut plus vous voir. Il faut être clair à un moment. Il faut que les élus soient obligés d'assumer des positions sur l'avenir de l'agriculture. Je crois que ça aussi c'est fondamental. Alors je ne sais pas s'il vous reste encore beaucoup de temps. Combien? 5 minutes? 4 minutes. 4 minutes pour parler de la PAC, pour parler de la politique agricole commune. Je vous en ai un petit peu parlé à travers les règles. Aujourd'hui, si on laisse le marché, les grandes entreprises transnationales régler la question de l'agriculture, demain il n'y a plus de paysans. Et donc, je dirais que le marché dans le monde n'a jamais géré l'agriculture. L'agriculture a toujours été liée à des politiques. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des politiques agricoles et des régulations agricoles. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les Grecs anciens disaient, pour être un bon gouvernement, pour être un bon roi ou un bon élu, il faut connaître le prix du marché du grain en Égypte. C'était déjà ce qui se disait à l'époque, c'est Hérodote qui rapporte ça. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la même situation. Sauf que les règles du jeu changent. On a créé la politique agricole au traité de Rome en 1957. Il fallait produire, parce qu'il fallait nourrir après la guerre, et que les premiers 6 pays ont dit, en faisant une politique agricole commune, on lutte aussi contre la possibilité d'une nouvelle guerre, parce qu'on va mettre tellement ensemble nos agricultures qu'on aura besoin les uns des autres. Et il y a eu cette dynamique qui s'est mise à produire, à produire, à produire. Chaque kilo était aidé et donc la production a augmenté. Après, il y a eu des quotas pour limiter les productions tellement on avait poussé dans la logique de la production intensive. Et en 1992, après toutes ces péripéties, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien les règles ont changé parce que l'OMC, comme je le disais tout à l'heure, a fixé ces nouvelles règles. Et la première règle, c'était de dire les produits, le prix des produits payés aux paysans, c'est le prix du marché mondial. Ça a été une règle établie en 1992 dans le cadre de la nouvelle politique agricole en 1992. C'était les règles de l'OMC. Les prix payés aux paysans sont les prix du marché mondial.
marché mondial. Sauf que tout le monde sait que le marché mondial, ça n'existe pas, et que c'est le prix des excédents, ou c'est le prix d'une toute petite partie de la production mondiale. Le prix du lait, par exemple, c'est le prix de la Nouvelle-Zélande, du lait en Nouvelle-Zélande, qui a le lait qui se produit le plus facilement, mais qui représente moins de 1% de la production du lait mondial. Bien, le prix mondial du lait, c'est le prix de la Nouvelle-Zélande. Les céréales, le prix mondial des céréales, c'est celui qui est à la bourse, etc., etc., etc. Et donc, on se retrouve dans une logique où le prix mondial est un prix qui n'est absolument pas en lien avec les coûts de production. Alors, à partir de là, eh bien, l'Union européenne a dit, on a le droit, et c'est les grands pays qui ont décidé entre eux, de payer des aides aux paysans dans le cadre de la PAC pour compenser la baisse des prix. Et c'est comme ça que sont nées les aides à l'hectare que les agriculteurs reçoivent depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans, qui sont les aides compensatrices à la baisse du prix. Les gens ne s'en rappellent plus beaucoup, mais s'il y a des aides aujourd'hui de la PAC, c'est à cause des règles de l'OMC pour compenser l'alignement sur le prix mondial. Et ces règles, ensuite, ont évolué, on est arrivé à bousculer, on les a obligés à prendre en compte les logiques environnementales, et à la dernière PAC qu'on avait mis en place en 2009, à laquelle moi j'ai participé quand j'étais député, eh bien on était arrivé à faire à l'époque que 30% des aides données aux agriculteurs étaient liées à des pratiques environnementales qui soient plus vertueuses. C'était pas aussi bien que ce qu'on voulait, mais il y avait déjà une dynamique, et donc 30% des aides qu'on appelle du premier pilier, donc les aides directes aux paysans, étaient liées à des pratiques environnementales. Et à côté de ça, il y avait une deuxième partie du financement qu'on appelle le développement rural, qui permettait d'autres aides à l'agriculture sur l'environnement, la reconversion à l'agriculture biologique, les aides de marchés locaux, d'équipements, etc. Ce qu'on appelle donc le développement rural. Aujourd'hui, on est en train de discuter d'une nouvelle politique agricole commune. Et là, c'est une catastrophe totale, parce que les nouveaux députés qui ont été élus, eh bien, on leur a dit, vous n'avez pas à discuter de la nouvelle PAC, c'est l'ancien commissaire, il y a 5 ans, qui a fait un projet, moi je l'ai bloqué pour pas qu'on puisse le voter avant les élections, eh bien, vous allez reprendre ce vieux projet d'il y a 5 ans ou 6 ans, et vous allez l'accepter. Eh bien, les conséquences, ça va être que les règles environnementales, les aides de soutien à l'agriculture ne vont plus du tout être menées de manière globale. C'est chaque pays qui va décider de sa politique agricole, qui ensuite sera contrôlée et acceptée par la Commission européenne. Donc on n'aura plus de règles communes au niveau européen. Et donc on risque de développer avec ça 27 politiques agricoles différentes, avec du dumping entre les agriculteurs des pays européens. Et cela avec en plus une diminution des aides, puisque globalement, on devrait assister à une baisse de 15% des aides de la PAC aux agriculteurs, moins 10 à 12% à peu près, pour l'instant c'est ça les propositions, sur les aides du premier pilier, donc les aides directes que touchent directement les paysans, et moins 25% sur les aides du développement rural qui permettent la conversion et le développement local, les marchés, les abattoirs, etc. 25% de baisse. Avec le fait qu'en plus, si un État veut transférer de l'argent du deuxième pilier du développement rural sur les aides directes, il a le droit de le faire. Et en même temps, on va imposer aux États de mettre en place des règles d'assurance pour le revenu qui sont liées en fait aux plus grosses exploitations. Et ça devrait être aussi payé sur le deuxième pilier. Donc on est en train d'assister à une destruction totale de la PAC, et en même temps dans chaque pays, eh bien, il va falloir fixer les règles du jeu de la PAC. Je ne sais pas si déjà, au niveau de la presse, il y a une communication du gouvernement espagnol sur ça. Est-ce que les différents
différentes communautés autonomes ont été interpellées là-dessus? Je ne crois pas. En tout état de cause, j'ai craint que ces règles vont s'imposer sans aucun débat. Mais c'est un véritable scandale parce que c'est la première fois depuis 1957, depuis que la PAC a été créée, qu'on va renationaliser les politiques. Et donc on n'aura plus de dynamique collective. Et ça, je dirais que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc c'est contre ça qu'il faut se battre. Je dirais que c'est la nouvelle mobilisation. Alors ça va être très compliqué parce que les gens ne comprennent déjà pas grand-chose aux règles de la PAC. Et donc il va falloir faire beaucoup de pédagogie. On invente beaucoup d'expressions pour essayer de faire comprendre ça. Et je dirais que c'est un enjeu à la fois pour les organisations paysannes, pour des organisations politiques et pour les organisations de la société civile, que ce soit pour les questions environnementales, que ce soit pour les questions alimentaires, pour les questions de maintien du nombre de paysans, de pratiques agricoles. On a aujourd'hui un nombre incroyable de domaines à partir desquels on peut expliquer que cette logique est très dangereuse pour les combats qu'on veut mener, la souveraineté alimentaire, le fait que l'agriculture paysanne peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. etc. Donc j'espère que ce n'est pas trop pessimiste, mais il faut mieux être lucide et connaître la situation, comme ça on est mieux préparé pour se battre. Voilà, merci beaucoup. À traiter, le lien entre les luttes paysannes, les luttes pour l'alimentation et le mouvement social. Comment les paysans ont besoin du mouvement social et comment le mouvement social doit inscrire les luttes paysannes, les luttes pour l'alimentation, la lutte pour la terre dans ses propres revendications. Ça, c'est, je dirais, un des aspects importants de la discussion ce soir. L'autre aspect, c'est celui de la politique agricole commune, de la PAC. Aujourd'hui, tous les paysans savent que la PAC, c'est ce qui construit le modèle agricole. Et que donc, depuis 1957, tout l'avenir et la construction de l'agriculture, des politiques agricoles, ont été fondamentales dans les choix et les orientations. Et la logique de l'industrialisation de l'agriculture dont a parlé Michel s'inscrit complètement dans la logique de la PAC, avec à un moment particulier une intégration de la PAC dans des règles internationales qui étaient les règles et qui sont toujours les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors je vais vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à 22 ans, je me suis installé comme paysan. Je me suis installé comme paysan dans le sud du Massif central, sur un plateau sec, à 850 mètres d'altitude, qui s'appelle le plateau du Larzac, et qui est à peu près à 100 km au nord de Montpellier. Quand je me suis installé dans un contexte particulier, qui était la lutte des paysans de ce territoire contre l'armée française et contre l'État français, qui voulait prendre les terres pour agrandir un camp militaire. Il voulait prendre 13 000 hectares de terre en plus et chasser les paysans de ces terres. Pour la première fois en France, un mouvement de défense de la terre sur un espace aussi grand s'est mis en place par les paysans directement concernés. Et c'est vrai que pendant 10 ans, ce combat a marqué les esprits parce que pour la première fois, de manière publique, le mot paysan est devenu synonyme de résistance. Dans les années 60, on a parlé des agriculteurs, on a parlé des chefs d'exploitation, tout le langage moderniste. Et quand la lutte du Larzac a commencé, eh bien ça a été la lutte des paysans du Larzac
contre l'armée, contre l'État. Cette lutte a été un moment incroyable parce qu'elle a permis de faire rencontrer des gens à la fois de la campagne, mais aussi des villes. Et c'est un mouvement social d'une ampleur qu'on ne connaissait pas à l'époque dans des luttes paysannes, qui a pu comme ça se développer. On a organisé des grands rassemblements qui ont réuni d'abord des paysans de toute la France, notamment du Pays Basque Nord, beaucoup sont venus, mais aussi des luttes ouvrières qui ont fait la jonction avec les luttes paysannes. Parce qu'au moment où nous on luttait, il y avait aussi des usines qui fermaient, et notamment une usine très célèbre dans le nord, dans l'est de la France, à Besançon, qui est une usine qui fabriquait des montres, et où les ouvriers ont refusé de se faire licencier. Ils ont volé toutes les montres et ils ont continué à les fabriquer et à se payer eux-mêmes. Et ça a été un mouvement d'autogestion et de résistance populaire ouvrière très important. Et la lutte du Larzac a été un peu le symbole de cette jonction entre la lutte paysanne pour la terre et la lutte ouvrière pour construire un autre modèle de production, de transformation et aussi de façon d'organiser l'usine. Et donc ça a été de 1971 à 1980. Moi j'ai été squatteur, donc j'ai occupé des terres qui avaient été vendues à l'armée. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on a enclenché un mouvement de lutte qui était très novateur, dans la mesure où dès le début on a fait le choix de la non-violence, du refus d'utiliser les armes, du refus d'utiliser les explosifs, parce qu'on a dit une chose qui nous paraissait très simple et évidente, c'est que face à l'armée, on n'avait aucune chance de gagner avec les armes. Si on avait des fusils, ils avaient des mitraillettes. Si on avait des mitraillettes, ils auraient eu des chars. Si on avait des chars, ils auraient eu des avions. Et jamais on n'aurait pu gagner. Et donc on a dit, si on veut gagner ce combat contre l'État français et contre l'armée, eh bien il faut qu'on ait une stratégie complètement et radicalement différente par rapport à la logique de la violence et de la force. Et c'est comme ça qu'on a gagné et qu'on a créé un rapport de force. Et la victoire, elle s'est décidée pour les élections présidentielles. C'est-à-dire que pour la première fois, un mouvement social, en 1981, est devenu l'enjeu de l'élection présidentielle. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres enjeux, mais un candidat disait « si je suis élu, je continue l'extension du corps et je chasse les paysans », et l'autre candidat disait « si je suis élu, j'arrête le projet ». Et ça, c'était possible parce que le mouvement avait pris une telle ampleur que l'enjeu de la lutte paysanne pour la terre faisait partie des choix politiques. Et c'est comme ça que François Mitterrand a été élu le premier président de gauche de la Ve République en France, et que suite à ça, eh bien, on a enclenché un processus pour gérer collectivement nous-mêmes les terres qui avaient été achetées par l'armée. Et on a créé comme ça la première office foncier, c'est comme ça qu'on appelait ça, la première autogestion foncière des terres. On avait déjà acheté collectivement des terres, plus de 1000 hectares, et là, avec les 6300 hectares que l'État avait achetés, eh bien, on gère aujourd'hui, depuis 1985, on gère plus de 8000 hectares collectivement. C'est l'Assemblée des paysans qui organise la distribution des terres, qui fixe les loyers et qui installe les jeunes sur un espace. Et c'est le seul exemple en France aussi important de gestion collective du foncier. Et ça montre qu'on peut gérer du foncier sans être propriétaire et que l'Assemblée des paysans peut très bien organiser la répartition des terres sans qu'il y ait concurrence entre les paysans. Ce que jamais l'administration croyait. L'administration a toujours cru que les paysans
aller se faire la guerre pour avoir plus de terre par rapport aux voisins, on a été capable, en plus de 30 ans, bientôt 40 ans, de montrer que l'autogestion des terres était possible et qu'on pouvait installer des jeunes à partir du moment où ils n'étaient pas obligés d'acheter des terres. Ce qui fait que toutes les terres ont été occupées plus loin. Ah, il ne faut pas parler aussi près. Ça. Il suffit de demander. Et donc on a montré comme ça que l'installation, que le premier frein à l'installation pour les jeunes, c'était l'accès à la terre. Et ça a été quelque chose d'important et ça s'est développé. Dans beaucoup d'endroits, on a prouvé que l'installation était bloquée par l'achat du foncier, qu'acheter des terres, c'était la pire des catastrophes pour un jeune pour s'installer. Et que si on était en capacité d'organiser au niveau d'un territoire, au niveau d'une région, au niveau national, un système de location des terres pour que les jeunes puissent s'installer, et puis on pouvait augmenter énormément le nombre d'installations et aussi modifier le type de production dans la mesure où l'agriculteur pouvait avoir un revenu sans être obligé de rembourser la banque et que donc le mode de production qu'il avait pouvait complètement sortir de la logique d'accumulation. Donc ça a été, je dirais, un premier exemple de mouvement social qui s'est construit autour de la vie foncière. Et ça a marqué beaucoup les esprits et ça a permis ensuite qu'on ait ces débats et ces réalisations. Le deuxième exemple que j'aimerais apporter, c'est celui qu'on a mené contre les transgéniques. Ça, c'est plusieurs années après, dans le cadre du mouvement syndical, on s'est rendu compte comment les firmes étaient en train d'inventer des semences génétiquement modifiées pour résister aux herbicides et comment elles voulaient obliger les paysans à acheter ces semences et à arrêter d'avoir leurs propres semences. Ça a été un débat chez nous d'abord, au niveau de la Confédération paysanne, important pour savoir si en tant que paysan, on a mené ces actions. Parce que mener ces actions, dénoncer les transgéniques, ça voulait dire qu'à un moment, eh bien, il fallait qu'on aille dans des champs d'agriculteurs pour couper les transgéniques, ou qu'on aille dans les instituts, dans les champs des firmes, pour mener des actions illégales de destruction de récoltes chez des particuliers ou dans des institutions publiques. Et donc, il a fallu prendre cette décision, et on l'a prise, et on a assumé de lancer le mouvement de cette manière-là, parce qu'on se rendait compte que si on attendait simplement le débat, eh bien, petit à petit, les champs allaient augmenter, les champs OGM allaient augmenter, et on aurait beaucoup de difficultés à bloquer le système. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est même beaucoup ce qui s'est passé sur l'ensemble de la péninsule ibérique, où il n'y a eu aucun débat, et où, dans la culture du maïs notamment, les OGM sont devenus très importants au niveau de l'ensemble de la péninsule ibérique, et que le combat a été très difficile. En France, on a choisi à la fois le débat, mais en même temps l'action, parce que sans l'action, on ne pouvait pas gagner. Au début, on a commencé comme paysans, la répression s'est faite sur les paysans, on a été devant les tribunaux, on a transformé les tribunaux en tribunes publiques, en tribunes politiques pour dénoncer les OGM et les firmes, et on a décidé, au bout de quelques années, d'appeler les citoyens à venir avec nous faucher les OGM. Et on s'est retrouvé plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de volontaires, 7000 volontaires qui ont signé un engagement de respecter les règles de la non-violence, de participer au fauchage en acceptant d'être traduits devant les tribunaux. Et chaque fois qu'on menait une action, eh bien chacun signait et en sortant du champ après avoir coupé les OGM,
ont donné à la police la liste de tous les gens qui avaient participé. Et ça a créé évidemment un problème pour les tribunaux, parce que c'est difficile de juger des gens par milliers qui fauchent directement et qui revendiquent, et qui disent on a désobéi à la loi et on accepte d'aller devant le tribunal. Ça a créé, ça aussi, un tel mouvement qu'au fur et à mesure, la répression est tombée, a dégringolé, et ça a créé dans l'opinion publique, dans l'espace public français, un débat sur les OGM, jusqu'à ce que un président qui n'était pas du tout de notre bord politique, qui était de droite, qui était Sarkozy, a été le premier à adopter une loi interdisant la culture des OGM résistants à des pesticides en France. Ce qui a été quelque chose d'assez incroyable. Et cela s'est transformé en législation européenne qui permettait à tous les pays de choisir ou pas de planter des OGM. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays où il y a encore des OGM, c'est l'Espagne. C'est le seul pays européen où il y a encore des OGM de manière importante, plusieurs centaines de milliers d'hectares. Ce qui pose quand même un véritable problème, et ça veut dire que ça, il faut continuer cette bataille. Mais c'est un deuxième exemple intéressant, parce que ça ne s'est pas construit simplement par des paysans, mais avec l'ensemble de la société civile pour essayer de créer le rapport de force, et on a gagné le rapport de force. Il y a eu la répression, mais après la répression, on a gagné cette bataille. Troisième exemple, qui est plus compliqué, mais qui en même temps il y a une grande prise de conscience, même si les règles n'ont pas changé, c'est le combat face à la mondialisation. Face à la mondialisation, et notamment par rapport à l'OMC, où là on a vu de manière très claire, en milieu des années 1980, 1986, que l'agriculture allait être intégrée dans les règles du commerce international. Ça a été le point de départ de nouvelles règles qui se décidaient au niveau international avec l'ensemble des pays, mais notamment évidemment des grands pays exportateurs comme le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, et qui ont décidé que les règles internes des pays devraient changer pour s'adapter au commerce mondial. Et ça a été un grand choc quand l'OMC est né en 1995 et qu'on s'est aperçu que toutes les règles internes de l'Union européenne étaient en train d'être bouleversées par ça. J'en parlerai un peu plus tard en reparlant de la politique agricole commune, mais en tout cas, ça a été un choc, et surtout, ça a amené quelque chose de très concret, c'est que les règles sanitaires, alimentaires internes de l'Union européenne se trouvaient modifiées. C'est-à-dire qu'au nom du commerce international, eh bien, l'Europe était obligée d'accepter des produits sur son marché pour ses consommateurs qui ne respectaient pas les règles qui avaient été votées par le Parlement européen ou par les parlements nationaux. Et la première bataille très symbolique qui s'est développée par rapport à ça, ça a été le fait que dès que l'OMC est né, les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Union européenne sur l'interdiction par l'Europe de pouvoir produire du bœuf, de la viande, avec l'utilisation d'hormones sous forme de piqûres. Ces hormones qui permettaient de faire gonfler les animaux, qui avaient été utilisés dans les années 70 jusqu'au début des années 80 en Europe, et qui ont été interdites à la fin des années 80 pour l'ensemble de l'Union européenne. Eh bien, moins de 10 ans après, l'OMC obligeait l'Europe à revenir sur ces règles pour accepter cette alimentation avec des hormones. On verra que depuis, il y a eu des nouvelles tentatives, notamment par le Canada, pour accepter les poulets qui sont lavés au chlore,
pour accepter des OGM, pour accepter énormément de produits qui sont complètement à l'encontre des normes internes de l'Union européenne. Mais l'OMC, obligé. Et là, ça a été effectivement un mouvement social important. Beaucoup de gens, au niveau politique ou syndical, dénonçaient la logique de l'OMC, de la mondialisation, mais ça n'avait pas touché le grand public jusqu'au moment où on s'est retrouvé, à cause du bœuf aux hormones, à mener une action symbolique là où on habite, puisque les États-Unis avaient obtenu que des produits européens soient surtaxés à 100% pour compenser la viande qu'ils ne pouvaient pas vendre en Europe, et notamment le Roquefort, et c'est à cause de ça, puisque c'était notre zone de production, c'est là où on habite, eh bien on a décidé de mener une action contre un McDonald's en construction et qu'on a démonté le McDonald's. Et effectivement, ça a été une action qui a marqué, qui a amené plusieurs personnes en prison. Moi-même, je suis resté un peu plus longtemps en prison que les autres. Et ça a créé une prise de conscience incroyable, ce qui fait que pour le jour du procès, il y avait 100 000 personnes dans les rues de la petite ville où on habite, qui fait 20 000 habitants, il y avait 100 000. On a multiplié par 5 le nombre d'habitants de la ville. Et ça a été le point de départ, je dirais, d'une prise de conscience que la mondialisation rentrait dans l'assiette et qu'on mangeait l'OMC matin, midi et soir. Ça a été un choc beaucoup plus important que simplement le discours qu'on pouvait faire théorique. C'est-à-dire que les gens l'ont compris dans leur vie quotidienne ce qui était en train de se passer. Et donc ça a enclenché, ça a participé à la construction du mouvement altermondialiste, aux forums sociaux mondiaux, etc., etc., et qui a été, je dirais, la première fois où on s'est posé la question de ce que pouvait être pour l'agriculture un projet au niveau mondial. Est-ce que les paysans sont des concurrents ou est-ce que les paysans, en fait, sont là pour nourrir les femmes et les hommes? Et à partir de ce moment-là, on n'est pas en concurrence, puisqu'on a tous le même objectif, c'est de nourrir les gens. On ne va pas mettre un paysan en concurrence d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est, je dirais, à partir de là que la notion de souveraineté alimentaire a commencé à se développer et que via Campesinac, de regrouper nos organisations, a pris une ampleur importante comme porteur de la défense d'une autre façon de produire, de sortir de la logique du productivisme et de défendre la souveraineté alimentaire, mais sur l'ensemble de la planète, et donc de dire les paysans ne sont pas des concurrents, mais sont solidaires entre eux pour pouvoir nourrir les gens là où on produit et là où on habite. Et ça a été un moment important et qui s'est fait là aussi en jonction entre le mouvement paysan et le mouvement de la société civile. Donc je dirais que ça c'est un autre exemple qui montre que on est en capacité, on ne peut pas gagner le combat pour la souveraineté alimentaire, le combat pour une autre forme de production, pour la défense des semences paysannes, pour la défense de la terre, si on est d'un côté des paysans qui menent ce combat et que ce combat ne devient pas celui de la société civile. Et je dirais si aussi on n'a pas à un moment des relais politiques, si on n'a pas aussi des moments, des relais politiques qui peuvent porter ces luttes, qui peuvent être aussi dans les institutions des représentants de ces combats. Parce que très souvent, on a essayé de dire que d'un côté, il y avait le mouvement social qui luttait de son côté, puis de l'autre côté, les politiques. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait une jonction qui se fasse pour qu'on puisse transformer aussi dans les lois, dans les législations, ce qui a été porté par des mouvements syndicaux, par des mouvements sociaux. Et que les politiques ne sont pas à l'extérieur, ils ne sont pas hors sol, en dehors du monde. Leur rôle, c'est aussi d'être des intermédiaires pour porter les combats dans les institutions. Et c'est comme ça que, en 2009, j'ai accepté de rentrer au Parlement européen, alors que j'avais été syndicaliste jusque-là. J'ai accepté de rentrer au Parlement européen et de porter dans le Parlement européen notre vision de la politique agricole commune, mais aussi
la vision qu'on avait portée sur la mondialisation, l'OMC, mais aussi sur tous les accords de libre-échange qui sont la nouvelle façon pour la mondialisation de se développer. Et là, je me suis retrouvé confronté, je ne vais pas vous raconter tous les événements par rapport à la mondialisation, mais à un événement très particulier, parce que j'y repense ce soir, parce que hier soir, en rentrant après le dîner, j'ai regardé la télévision en espagnol, ok, mais j'ai quand même vu des images et j'ai compris ce qui se passait, et j'ai vu les manifestations qui avaient lieu en Andalousie depuis quelques jours. J'ai vu les mobilisations à Almeria et ailleurs, comment les paysans se mobilisaient, et ça m'a rappelé quelque chose de tout à fait clair, c'est que quand moi j'ai été au Parlement européen, j'ai été rapporteur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc sur les fruits et les légumes. Et c'est moi qui devais donner l'avis en tant que représentant sur cette question-là. Eh bien, j'avais dit qu'il fallait refuser de signer l'accord de libre-échange avec le Maroc, que cet accord était une catastrophe pour les petits paysans marocains et une catastrophe pour les producteurs européens, parce que les normes, évidemment, économiques n'étaient pas les mêmes, les normes sociales n'étaient pas les mêmes, et les normes environnementales étaient absolument incroyables, avec notamment la destruction des nappes phréatiques. Mais il y avait aussi un autre élément que j'avais soulevé, c'est qu'une partie des tomates et des fruits et légumes, enfin des légumes surtout, étaient produits sous serre au Sahara occidental. Et le Sahara occidental, comme vous le savez, ne fait pas partie du Maroc. C'est une ancienne colonie espagnole, mais qui aujourd'hui n'est pas autonome et dont les Nations Unies reconnaissent que le Sahara occidental a le droit à l'autodétermination, et ça a été décidé par les Nations Unies. Donc, quand le Maroc signe un accord avec l'Union européenne en disant ces fruits et légumes qui sont faits au Sahara occidental, c'est les nôtres, eh bien c'est un mensonge. Le Parlement n'a pas voulu me suivre, j'ai été mis en minorité au Parlement européen, mais les Sahraouis, les habitants du Sahara occidental, ont attaqué devant la Cour européenne de justice de l'Union européenne avec mes arguments, et la Cour européenne de justice a dit le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc, et donc tout ce qui est produit au Sahara occidental ne peut pas rentrer dans l'Union européenne parce que ce n'est pas le Maroc qui le produit. Et ça a été quelque chose de très important pour l'agriculture. On a eu la même dynamique qui s'est passée sur la pêche. Actuellement, l'Union européenne et le Maroc essaient de signer un nouvel accord, mais toujours en maintenant le Sahara occidental. Alors, hier, quand je regardais la télévision, ça m'a rappelé effectivement cette histoire, et que ce qui est le scandale absolu, c'est que là, on a vu que les manifestations sont légitimes, parce que beaucoup d'importateurs du Maroc traversent la Méditerranée, et quand les camions arrivent sur la côte espagnole, ils changent les étiquettes, ils ouvrent les camions, ils changent les étiquettes et même l'emballage, et ce qui rentre à 15 centimes le kilo repart comme si c'était des fruits et des légumes espagnols entre 50 et 60 centimes le kilo. Ça veut dire que les paysans locaux en Espagne ne peuvent plus produire, ne peuvent plus vendre, que les consommateurs sont trompés à la fois sur les prix, mais aussi sur la qualité des produits, puisque ces produits ne sont pas faits selon les normes européennes. Et donc on est dans un scandale absolument incroyable, et ça c'est en même temps soutenu par la grande distribution, Aldi, Lidl et compagnie, qui sont complices dans le modèle d'importation qui vient du Maroc. Et donc ces manifestations, eh bien, elles sont légitimes et il faut les continuer, et je dirais qu'il faut les appuyer, parce qu'effectivement, le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est là aussi le démantèlement de beaucoup d'agriculteurs, mais pas simplement dans le sud de l'Espagne, partout. Partout aujourd'hui, à cause de ces logiques de dumping, eh bien, la production de fruits et légumes, qui est une des principales sources d'exportation dans l'Union européenne du Maroc, sont menacées par cette logique. Donc je dirais que voilà aussi quelque chose qui est en lien
avec la mondialisation, mais qui nous touche directement parce que c'est ici que ça se passe. Et 75% de ce marché des fruits et légumes est fait par 3 entreprises en Espagne, au Maroc. Il y a le domaine royal. Ces 3 entreprises exportent 75% des fruits et légumes du Maroc. Ça veut dire que ça ne profite pas du tout aux petits paysans, pas du tout au territoire rural, ça profite uniquement pour faire des bénéfices pour ces 3 entreprises, une marocaine, le Roi, et 2 françaises qui sont déjà les plus grosses entreprises dans les fruits et légumes dans le sud-est de la France. Voilà la logique de la mondialisation. C'est le profit, la maximisation des profits sur le dos des paysans, sur le dos des consommateurs, et je dirais aussi sur le dos de la terre et de l'environnement, puisque les conditions de production sont assez catastrophiques. Et ça m'amène à la discussion qu'on a eue hier soir, puisqu'en se promenant ici autour, allant dans les campagnes, j'ai découvert que pas très loin d'ici, il y avait un projet de production de tomates sous serre en hydroponie sur 18 hectares dans la région d'Alaba qui est soutenu par le pouvoir politique. Et bien ça, c'est quelque chose de parfaitement inacceptable. Je crois que ça, il va falloir qu'il y ait une mobilisation pour empêcher cette industrie de tomates en hydroponie, c'est-à-dire complètement hors sol, de voir le jour. C'est une aberration écologique, c'est une aberration agricole, et je dirais que c'est un scandale financier, énergétique. Bref, aujourd'hui, ce projet doit être absolument interdit et ne doit pas se mettre en place. Et ça, c'est de votre responsabilité à vous, à la fois en tant que mouvement social, mais je dirais aussi pour les élus, et il faut mobiliser aujourd'hui pour dénoncer ça. Vous avez des élections bientôt, ben à mon avis, ça doit aussi faire partie de la mobilisation. De quelle agriculture on veut? Posez la question au candidat, vous acceptez les serres en hydroponie ou vous les refusez? Ben, ceux qui acceptent ces serres, dehors, vous n'avez plus rien à faire. On ne veut plus vous voir. Il faut être clair à un moment. Il faut que les élus soient obligés d'assumer des positions sur l'avenir de l'agriculture. Je crois que ça aussi c'est fondamental. Alors je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Combien? 5 minutes? 4 minutes. 4 minutes pour parler de la PAC, pour parler de la politique agricole commune. Je vous en ai un petit peu parlé à travers les règles. Aujourd'hui, si on laisse le marché, les grandes entreprises transnationales régler la question de l'agriculture, demain il n'y a plus de paysans. Et donc, je dirais que le marché dans le monde n'a jamais géré l'agriculture. L'agriculture a toujours été liée à des politiques. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des politiques agricoles et des régulations agricoles. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les Grecs anciens disaient, pour être un bon gouvernement, pour être un bon roi ou un bon élu, il faut connaître le prix du marché du grain en Égypte. C'était déjà ce qui se disait à l'époque, c'est Hérodote qui rapporte ça. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la même situation. Sauf que les règles du jeu changent. On a créé la politique agricole au traité de Rome en 1957. Il fallait produire, parce qu'il fallait nourrir après la guerre, et que les premiers 6 pays ont dit, en faisant une politique agricole commune, on lutte aussi contre la possibilité d'une nouvelle guerre, parce qu'on va mettre tellement ensemble nos agricultures qu'on aura besoin les uns des autres. Et il y a eu cette dynamique qui s'est mise à produire, à produire, à produire. Chaque kilo était aidé, et donc la production a augmenté. Après, il y a eu des quotas pour limiter les productions, tellement on avait poussé dans la logique de la production intensive. Et en 1992, après toutes ces péripéties, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien les règles ont changé parce que l'OMC, comme je le disais tout à l'heure, a fixé ces nouvelles règles. Et la première règle, c'était de dire les produits, le prix des produits payés aux paysans
c'est le prix du marché mondial. Ça a été une règle établie en 1992 dans le cadre de la nouvelle politique agricole en 1992. C'était les règles de l'OMC. Les prix payés aux paysans sont les prix du marché mondial. Sauf que tout le monde sait que le marché mondial, ça n'existe pas, et que c'est le prix des excédents, ou c'est le prix d'une toute petite partie de la production mondiale. Le prix du lait, par exemple, c'est le prix de la Nouvelle-Zélande, du lait en Nouvelle-Zélande, qui a le lait qui se produit le plus facilement, mais qui représente moins de 1% de la production du lait mondial. Bien, le prix mondial du lait, c'est le prix de la Nouvelle-Zélande. Les céréales, le prix mondial des céréales, c'est celui qui est à la bourse, etc., etc., etc. Et donc, on se retrouve dans une logique où le prix mondial est un prix qui n'est absolument pas en lien avec les coûts de production. Alors, à partir de là, eh bien, l'Union européenne a dit, on a le droit, et c'est les grands pays qui ont décidé entre eux, de payer des aides aux paysans dans le cadre de la PAC pour compenser la baisse des prix. Et c'est comme ça que sont nées les aides à l'hectare que les agriculteurs reçoivent depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans, qui sont les aides compensatrices à la baisse du prix. Les gens ne s'en rappellent plus beaucoup, mais s'il y a des aides aujourd'hui de la PAC, c'est à cause des règles de l'OMC pour compenser l'alignement sur le prix mondial. Et ces règles, ensuite, ont évolué, on est arrivé à bousculer, on les a obligés à prendre en compte les logiques environnementales, et à la dernière PAC qu'on avait mis en place en 2009, à laquelle moi j'ai participé quand j'étais député, eh bien on est arrivé à faire à l'époque que 30% des aides données aux agriculteurs étaient liées à des pratiques environnementales qui soient plus vertueuses. C'était pas aussi bien que ce qu'on voulait, mais il y avait déjà une dynamique, et donc 30% des aides qu'on appelle du premier pilier, donc les aides directes aux paysans, étaient liées à des pratiques environnementales. Et à côté de ça, il y avait un deuxième partie du financement qu'on appelle le développement rural, qui permettait d'autres aides à l'agriculture sur l'environnement, la reconversion à l'agriculture biologique, les aides de marchés locaux, d'équipements, etc. Ce qu'on appelle donc le développement rural. Aujourd'hui, on est en train de discuter d'une nouvelle politique agricole commune. Et là, c'est une catastrophe totale, parce que les nouveaux députés qui ont été élus, eh bien, on leur a dit, vous n'avez pas à discuter de la nouvelle PAC, c'est l'ancien commissaire, il y a 5 ans, qui a fait un projet, moi je l'ai bloqué pour pas qu'on puisse le voter avant les élections, eh bien, vous allez reprendre ce vieux projet d'il y a 5 ans ou 6 ans, et vous allez l'accepter. Eh bien, les conséquences, ça va être que les règles environnementales, les aides de soutien à l'agriculture ne vont plus du tout être menées de manière globale. C'est chaque pays qui va décider de sa politique agricole, qui ensuite sera contrôlée et acceptée par la Commission européenne. Donc on n'aura plus de règles communes au niveau européen. Et donc on risque de développer avec ça 27 politiques agricoles différentes, avec du dumping entre les agriculteurs des pays européens. Et cela avec en plus une diminution des aides, puisque globalement, on devrait assister à une baisse de 15% des aides de la PAC aux agriculteurs, moins 10 à 12% à peu près, pour l'instant c'est ça les propositions, sur les aides du premier pilier, donc les aides directes que touchent directement les paysans, et moins 25% sur les aides du développement rural qui permettent la conversion et le développement local, les marchés, les abattoirs, etc. 25% de baisse. Avec le fait qu'en plus, si un État veut transférer de l'argent du deuxième pilier du développement rural sur les aides directes, il a le droit de le faire. Et en même temps, on va imposer aux États de mettre en place des règles d'assurance pour le revenu qui sont liées en fait aux plus grosses exploitations. Et ça devrait être aussi payé sur le deuxième pilier. Donc on est en train d'assister à une destruction totale de la PAC
et en même temps, dans chaque pays, eh bien, il va falloir fixer les règles du jeu de la PAC. Je ne sais pas si déjà, au niveau de la presse, il y a une communication du gouvernement espagnol sur ça. Est-ce que les différentes communautés autonomes ont été interpellées là-dessus? Je ne crois pas. En tout état de cause, je crains que ces règles vont s'imposer sans aucun débat. Mais c'est un véritable scandale parce que c'est la première fois depuis 1957, depuis que la PAC a été créée, qu'on va renationaliser les politiques. Et donc on n'aura plus de dynamique collective. Et ça, je dirais que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc c'est contre ça qu'il faut se battre. Je dirais que c'est la nouvelle mobilisation. Alors ça va être très compliqué parce que les gens ne comprennent déjà pas grand-chose aux règles de la PAC. Et donc il va falloir faire beaucoup de pédagogie. On invente beaucoup d'expressions pour essayer de faire comprendre ça. Et je dirais que c'est un enjeu à la fois pour les organisations paysannes, pour des organisations politiques et pour les organisations de la société civile, que ce soit pour les questions environnementales, que ce soit pour les questions alimentaires, pour les questions de maintien du nombre de paysans ou de pratiques agricoles. On a aujourd'hui un nombre incroyable de domaines à partir desquels on peut expliquer que cette logique est très dangereuse pour les combats qu'on veut mener, la souveraineté alimentaire, le fait que l'agriculture paysanne peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. etc. Donc j'espère que ce n'est pas trop pessimiste, mais il faut mieux être lucide et connaître la situation, comme ça on est mieux préparé pour se battre. Voilà, merci beaucoup.